Tu sais, on m'a dit qu'il fallait te laisser le choix. Soit tu pars en paix, soit tu restes avec nous. Et je me souviens lui avoir dit, moi je te donne pas le choix. Tu restes. T'as pas le choix. Tu peux pas nous laisser. Pas maintenant, et tu peux pas laisser ton frère. Quelque temps après, on était à côté de lui, et il a ouvert les yeux, ce qu'il n'était pas du tout censé savoir faire en fait, parce qu'il était dans une sorte de coma. Pourtant, il a réussi à ouvrir les yeux et il m'a serré la main. À ce moment-là, j'étais paniquée, je me disais mais c'est pas normal. Du coup, j'ai appelé Louis. Et Louis est arrivé et il m'a dit sors. Donc j'ai juste eu le temps de lui dire mon fils, je t'aime. Et je suis sortie et je savais que c'était la fin. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. J'ai voulu partir prendre l'air, quelques jours à la montagne près du lac d'Annecy. Dans le trajet en train, je découvre sur Instagram un partage de mon compte sur le profil La Voix des Lucioles podcast. Le profil de Tiffaine que tu vas découvrir aujourd'hui. Quelques échanges, je découvre son podcast, le premier épisode dans le train, et un long échange au téléphone lors duquel on découvre qu'on a 1001 passions en commun. Et nous voilà quelques jours plus tard, ensemble, devant le lac d'Annecy. Ma rencontre avec Tiffaine est des plus spontanées, des synchronicités qui s'opèrent quasiment parfaitement, et comme si la vie avait été si bien huilée pour nous permettre cette rencontre, qu'aucun d'entre nous n'aurait pu douter quelques jours auparavant. Ce qui m'a profondément touché chez Tiffaine, c'est son authenticité, son amour pour les rencontres et pour sa famille, sa douceur et sa bienveillance, qu'elle a transporté au milieu des épreuves profondément difficiles qu'a traversé sa famille et que tu vas découvrir aujourd'hui. Bonjour Tiffaine. Bonjour Johan. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce qui s'est passé pour toi en 2018 ? Alors en 2018, j'ai appris avec grande joie que j'étais enceinte et puis quelques jours après, j'ai appris que j'attendais des jumeaux. Grande surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Et en fait, ça a été une grossesse très très compliquée puisque j'ai appris que c'était des jumeaux qu'on appelle des mono-mono. C'est-à-dire que c'est plus que des vrais jumeaux dans le sens où ils partagent le même placenta mais aussi la même poche des os. Et c'est un phénomène très rare mais aussi extrêmement risqué qui m'a valu d'être hospitalisée de longs mois pendant ma grossesse, un suivi 3 fois par jour. Et par grand bonheur, mes fils sont nés, Iliane et Naël, le 10 avril 2019 exactement, à 23h30. C'était ma plus grande joie, surtout quand je les ai vus le lendemain, parce qu'ils sont partis très vite en réanimation. Ils sont nés très tôt, à 7 mois de grossesse. Et voilà, coup de foudre. J'ai compris ce que c'était vraiment l'amour inconditionnel. Et malheureusement, l'un d'entre eux, Naël, avait une cardiopathie complexe, c'est-à-dire des malformations au niveau du cœur. On m'avait dit que c'était opérable, donc on avait beaucoup d'espoir. Et malheureusement, à l'âge de 3 mois, alors qu'il a dû se faire opérer du cœur, les suites de l'opération ne sont pas passées comme prévu et il en est décédé le 2 juillet 2019. À partir du moment-là, ce que tu traverses et ce que traverse ta famille, ça ressemble à quoi ? C'est un vide énorme. Ça ressemble à... tout d'un coup, l'espoir disparaît. Donc c'est une vie sans espoir, parce que moi j'avais toujours l'espoir que mes fils allaient aller bien. J'y croyais vraiment. Et quand on enlève cette petite lumière d'espoir, tout devient noir en fait. Tout devient très très sombre. Et pourtant, j'ai un fils à la maison qui est plein de vie, et qui a besoin de sa maman, qui a besoin de son papa. Et
Et pourtant, ce qu'on vit là, c'est pas une maternité, enfin une parentalité ordinaire, on va dire, puisque je dois me battre contre la tristesse et les crises d'angoisse que ça m'engendre, et le fait d'avoir un enfant à m'occuper à la maison qui est plein de vie et que j'aime profondément de tout mon cœur, quoi. Alors, on va pas rentrer complètement dans toute l'histoire que tu partages dans ton podcast. On va parler un peu plus tard de ton podcast et de ton projet. Mais pour bien comprendre ce que tu traverses à ce moment-là, par rapport à ton fils Naël, tu dis que tu lui laisses pas le choix de mourir à ce moment-là, que t'as du mal à accepter justement son... Oui, oui, effectivement, c'est un moment très très dur qui est encore très très difficile pour moi. C'est que en fait, des gens m'ont dit, et puis même des mamans à l'hôpital cardio qui faisaient opérer leur fils à peu près dans les mêmes dates, qui me disaient, moi je lui ai dit à mon fils que si c'était trop dur, il pouvait partir. Et je trouve que c'est un bel acte d'amour de pouvoir dire ça. Et qu'en fait, moi on m'a dit, écoute, si c'est trop dur pour lui, il faut le laisser s'en aller, quoi. Mais à cette époque-là, quand on me disait ça, tout était encore très facile. Enfin, il n'y avait pas encore de gros soucis, de souffrances, etc. Mais quand, après l'opération, je l'ai vu assez mal, je lui ai parlé et je lui ai dit, tu sais, on m'a dit de te laisser le choix, soit tu pars, soit tu restes, mais moi je veux pas que tu partes en fait. Moi c'est impossible, c'est trop dur, tu peux pas nous laisser. Donc je lui ai supplié de se battre en fait. Et c'est encore aujourd'hui très dur pour moi parce qu'avec le temps j'ai compris que des fois laisser partir c'est le plus bel acte d'amour qu'on peut faire à une personne en fait. C'est-à-dire que lui, enfin voilà, si c'est trop dur pour lui, voilà, il aura tout donné, voilà. Ouais, tu voulais qu'il reste et qu'il essaye de se battre C'est ça. Au maximum. C'est ça, mais j'ai bien vite su que c'était impossible. Et encore aujourd'hui, quand les médecins, plus tard, m'ont rappelé, m'ont dit qu'ils avaient relu le dossier, voilà, médical, ils m'ont dit, mais ça aurait été presque impossible, mais par son tempérament, il nous a laissé beaucoup d'espoir, en fait, par la façon dont, déjà à 3 mois, il était très éveillé. En fait, je pense qu'on a tous, y compris les médecins, un peu oublié la gravité de ce qu'il avait. Parce que c'était un enfant qui avait les yeux très pétillants, qui était très éveillé, qui avait un sourire très très tôt. Et du coup, je pense qu'il a laissé beaucoup d'espoir aux gens et que nous, c'est aussi pour ça qu'on y a cru jusqu'au bout. Et alors qu'en fait, c'était presque impossible qu'il survive. Et à ce moment-là, je ne le savais pas. Pourquoi c'était vraiment important pour toi, à ce moment-là, qui vivent et qui puissent survivre? Parce que pour moi, je n'imaginais pas ma vie sans lui. Il y avait trop d'amour. C'était un amour tellement fort que je pense... Enfin, vraiment, moi, je me disais, je ne vais pas survivre à sa mort parce que ça sera trop difficile. Et pour nous, mais aussi pour son frère, parce que j'avais déjà entendu parler du syndrome du jumeau esselé. Voilà, je trouvais ça trop dur en fait de perdre mon enfant. C'était impossible à même imaginer pour moi. C'est à quel moment où justement tu t'exprimes ça, quand il est encore vivant, que tu veux pas qu'il parte? De quelle façon et à quel âge, enfin à combien de semaines? C'était le jour de l'opération. Enfin, le lendemain de l'opération, le jour de son décès, le 2 juillet, presque 3 mois. À presque 3 mois, quand j'ai vu qu'il est... Parce que moi, avant cette opération, j'étais persuadée qu'il allait vivre. Donc j'avais aucune raison de lui dire ça, en fait. Et c'est le 2 juillet, quand j'ai vu son état se dégrader, que je lui ai demandé « accroche-toi », quoi. Mais ça reste quelque chose de dur pour moi, parce que... voilà, c'est comme si je lui disais de se battre malgré la souffrance, en fait. Il y avait une partie de toi aussi, juste par rapport à tes propres projets que tu avais faits. S'il ne se battait pas, ça serait
pourrais pas les réaliser? Non, s'il se battait pas, je perdais mon fils et c'était pour moi un anéantissement total, quoi. Perdre mon fils, c'était pire que de perdre ma vie, quoi, pour moi, à ce moment-là. Donc c'était plus je voulais pas... j'avais trop d'amour pour lui pour me dire que je vais vivre sans lui, en fait. C'est juste ça. Donc après son décès, tu racontes que donc pour toi c'était difficile aussi ton rapport à la folie. T'as peur de devenir folle? Ouais, pour moi, la douleur était tellement grande que je me disais, mais je vais devenir folle, quoi. C'était vraiment ça. Et du coup, ce que je savais pas, qui est pas si rare que ça dans un deuil. Les enfants qui jouent à côté de nous. Qui sont pleins de vie. Qui sont pleins de vie, ouais. Ce qui est pas si rare que ça dans un deuil, mais que je savais pas que c'était pas si rare que ça, c'est l'angoisse. C'est finalement pas si... c'est plutôt pas, je dirais pas fréquent, mais ça arrive. Et la douleur était tellement grande que moi j'ai commencé à faire des crises d'angoisse 3 mois après le décès. C'est un peu comme si pendant 3 mois c'était pas vraiment un déni parce que j'ai quand même souffert, mais c'est mon cerveau, je pense, me protégeait un peu. Et 3 mois après le décès, peut-être parce qu'il est décédé quand il avait 3 mois et que je me disais je commence à vivre plus de temps sans lui qu'avec lui. Peut-être que c'était pour ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et avec cette peur de devenir folle et de ne pas être une mère stable pour Iliane, en fait. C'est ça. De ne pas être à la hauteur. Dans ton rôle de mère, ouais, ça t'a inquiété? Ça m'a inquiété dans mon rôle de mère, ouais. De me dire, je ne suis pas une mère... je pense qu'on est toutes uniques en tant que maman. Mais je pense qu'il y a plein de mamans, elles sont là pour leurs enfants dès le plus jeune âge. Moi, je sais que quand Iliane était rentrée à la maison, parce qu'au bout d'un moment, Iliane a 1 mois et demi de vie, il est rentré à la maison, son frère est resté à l'hôpital, et bien qu'on l'emmenait de temps en temps, c'est vrai que j'étais pas très très présente pour Iliane. Enfin, en tout cas, pas autant qu'une mère qui ne vit pas cette histoire pourrait l'être pour son enfant. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi d'avoir cette culpabilité, de me dire j'ai envie d'apporter tout ce que mérite Iliane en tant qu'enfant. Et à la fois, je pouvais pas. Je pouvais pas au début parce que son frère était hospitalisé. Et puis après son décès, j'avais cette envie de le protéger et puis de se dire lui aussi il vit le deuil de son frère. Donc... Ce qu'il fallait pour moi, c'était que j'arrive à trouver la juste place entre le fait que le décès de son frère soit pas tabou, c'est le pire chose que je voulais, mais que ce soit pas un poids trop lourd à porter pour lui, pour ses petites épaules d'enfant de 3 mois, quoi. Et donc cette folie, c'est quelque part c'est le jugement aussi que tu portais sur toi-même en tant que mère, de ce que tu aurais aimé être pour Iliane à ce moment-là? Ouais, je pense qu'il y avait de ça. Pas que. Je pense que c'est très dur à exprimer pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai fait des crises d'angoisse, parce que les crises d'angoisse m'arrivaient quand je m'y attendais pas et je n'arrivais pas à savoir pourquoi j'en faisais à ce moment-là. C'était très compliqué. Donc j'arrive pas à les expliquer, ces crises d'angoisse, mais je pense qu'inconsciemment ça devait être lié à la souffrance que je ressentais, à me dire mais comment je vais faire pour vivre, moi qui suis quelqu'un à la base qui est assez joyeux, qui adore aller vers les autres, ça m'handicapait en fait. C'est pire que la souffrance, l'angoisse m'handicapait, m'empêchait de bouger, quoi. Et du coup, je voulais pas non plus que Iliane... je pense que ça a joué aussi le fait que Iliane, il fallait qu'il se sente en sécurité, quoi. Et qu'il se sente aimé, valorisé, et pas que le frère d'un jumeau décédé, quoi. Dans le podcast, on entend une forme d'optimisme. Et malgré aussi ce que vous avez pu traverser, tu penses que tu as gardé une forme d'optimisme? Au début, non. Clairement, non. Le podcast s'est fait bien après, quand j'ai vraiment commencé un travail. L'optimisme, je l'ai retrouvé, même si ça n'enlève pas la souffrance. On va dire que plus que l'optimisme, c'est la joie que j'ai pu retrouver malgré la souffrance.
Et ça, c'est le fait d'avoir été très bien accompagnée par des professionnels et portée par le soutien de mes proches, en fait. Ça, c'est les proches se sentent souvent inutiles et en fait impuissants plutôt que inutiles. Ils se sentent souvent impuissants et en fait, moi, je trouve qu'ils sont pas du tout impuissants dans le sens où ils nous permettent de... Enfin, on reçoit tellement d'amour qu'on a envie de se relever, quoi. Tu as cherché des exemples, tu as cherché des témoignages et à ce moment-là, ce que tu as trouvé dans tes recherches, par exemple sur les réseaux sociaux, c'était pas forcément... Tu as eu du mal à trouver de l'espoir en fait? Oui, exactement. En fait, une des premières choses que j'ai faites pour essayer de m'en sortir, c'est de trouver de l'espoir de la part de parents qui auraient vécu à peu près une histoire à peu près similaire à la mienne. Il y avait des groupes de parole possibles et moi j'ai pas pu y accéder pour... tout ça est une autre histoire dans le sens où il y a eu des problèmes d'organisation sur les groupes de parole que je voulais intégrer, donc je les ai pas intégrés. Et du coup, mon réflexe a été de regarder sur les réseaux sociaux et de tomber sur des forums de parents qui avaient perdu un enfant. Et en fait, malheureusement, les forums sur lesquels je suis tombée, c'était des exutoires, donc c'était intéressant pour les gens. Je pense qu'il y a un moment où il faut transmettre, et puis on a besoin de transmettre à d'autres à quel point on souffre, on a besoin de montrer notre souffrance, etc. Mais moi, ce que je cherchais, c'était de l'espoir. Et en fait, sur ces réseaux, je trouvais que des messages très tragiques. Et je me rappelle d'un en particulier qui m'avait énormément fait mal. C'était le message d'une personne qui disait que elle avait perdu son enfant à peu près, je pense que c'était une histoire à peu près similaire à la mienne, 10 ans auparavant, et que la veille, elle venait de faire une tentative de suicide, par exemple. Et moi, ça m'avait perturbée, parce que je me dis, mais si dans 10 ans j'en suis là, c'est compliqué, quoi. Ça me faisait peur. Tu avais du mal à trouver des exemples de personnes qui étaient passées par ça et qui pouvaient témoigner et montrer de la vie et montrer de la joie de vivre. Exactement, ouais. Moi, ce que je cherchais, c'est des gens qui niaient pas la souffrance, parce que je savais que j'allais souffrir de l'absence de mon fils toute ma vie, mais qui auraient pu dire, malgré la souffrance, à des moments, je reconnais de la joie. Et c'est ça que je cherchais, moi, des personnes qui pouvaient être en capacité de me dire ça. Alors, il y a quelques temps après, j'ai trouvé le film « Et je choisis de vivre » qui m'a beaucoup marqué et beaucoup touchée, parce qu'il avait beaucoup de similitudes avec ce que je vivais, avec mes ressentis, avec plein de choses. Et celui-là, il m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment galéré à trouver ce genre de témoignage. En fait, sur la souffrance, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que la douleur est inévitable et la souffrance est optionnelle, et que la souffrance, c'est une douleur sur laquelle tu n'as pas mis de sens. Je pense que tu peux ressentir de la douleur, c'est sûr que c'est quelque chose qui est inévitable dans ta vie. Par contre, rester dans la souffrance et dans l'absence de sens, à mon avis, il y a quelque chose qu'on peut construire. Et j'ai le sentiment qu'aussi ton parcours, c'est un bel exemple de ça. Ouais, moi je pense que dans la résilience, comme le dirait le maître de la résilience, Boris Cyrulnik, je pense qu'il y a 2 éléments principaux. C'est le soutien. Il faut que les gens reconnaissent notre souffrance, et on a besoin de ça. Et qu'ils nous soutiennent, qu'ils soient là, dans la durée. Alors pas tout le monde a les capacités de le faire, mais voilà, il y a ça. Et le deuxième, comme tu le dis, c'est le sens qu'on donne à ce qui vient de se passer. Et moi, le sens, c'était que je me disais qu'il avait laissé beaucoup d'amour sur Terre, et que j'avais envie de partager cet amour le plus loin possible et le plus fort possible. Et c'est ce qui donnait sens à ma souffrance. Ton fils, tu dis que Liliane, tu dis que c'était aussi un moteur, toi, pour te donner envie d'avancer. Oui, mon fils, c'est un moteur, parce que je me dis, je l'aime tellement que voilà, j'ai envie d'être une bonne maman pour lui. C'est un moteur pour avancer, pour lui donner l'exemple. On va dire que oui, dans la vie, tu peux connaître des souffrances extrêmes, et que tu peux au moins essayer de t'en sortir. Donc ça a été un moteur pour ça, mais aussi c'est un enfant qui est plein de vie.
vraiment plein de vie. Pour le coup, il est très souriant, il est très rigolo, il a beaucoup d'énergie. Et en fait, il m'apporte beaucoup, beaucoup de joie. Et j'espère qu'on s'apporte, mais je pense qu'on s'apporte mutuellement. Mais voilà, c'était très beau et il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est horrible, ton fils, pourquoi Naël était atteint d'une cardiopathie alors que Ilian va bien? Parce que c'est vrai que même la science n'est pas assez avancée pour le comprendre ça. Mais j'aime bien dire aussi comment ça se fait qu'Ilian est en bonne santé plutôt que... Et alors que Naël avait une cardiopathie, lui aussi aurait pu avoir un problème de santé qui aurait causé sa mort. Lui aussi est un survivant du fait d'avoir été un mono-mono et qui a un pronostic... les mono-mono, il faut savoir qu'ils ont un pronostic de vie très sombre. Je veux dire pendant la grossesse. Après, c'est comme des autres enfants, mais pendant la grossesse, c'est très sombre, le pronostic vital. Donc, c'est un petit survivant. Et c'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, en fait. C'est que les gens me disent Naël a eu ça, t'as pas de chance. Et moi, je dis mais j'ai presque de la chance que Ilian ne l'a pas eu, en fait. Je préfère essayer de le voir comme ça. Oui, c'est la question du sens qu'on donne à la vie par rapport à sa durée. Est-ce que 3 mois de vie, c'est une vie qui a moins de sens qu'une vie qui fait 80 années, 90 années? Il y avait des gens qui m'avaient dit, et ça m'avait fait beaucoup de bien, qui m'avaient parlé de ça justement au moment du décès. Il y a ma grande cousine qui me disait, tu sais, le but de la vie c'est de vivre dans l'amour, alors aussi courte que soit la vie de ton fils, elle a été pleine. Parce que vous l'avez porté avec amour. Et ça m'avait fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit oui, c'est vrai. Et puis j'ai mon frère aussi qui m'avait dit, tu sais, ton fils en 3 mois de vie, il a peut-être apporté plus que quelqu'un en 80 ans. Enfin après, ça dépend de qui, bien sûr, mais il a eu peut-être une vie plus riche en termes de partage, peut-être. Qu'une personne qui peut vivre sans vivre toute sa vie, quoi. Et quel impact aussi? Impact sur la vie des autres en fait qui l'entourent, et sur les personnes qui l'ont rencontré et sur ce que au-delà de sa vie il a pu toucher. Alors déjà il n'a pas été vu par beaucoup de monde parce qu'on n'avait pas le droit, les gens n'avaient pas forcément le droit de le visiter à l'hôpital. Il y a eu très peu de gens. Il y a eu ma sœur, mon beau-frère, une autre de mes sœurs, ma mère et mes beaux-parents qui ont le droit de le voir en dehors de Anthony et moi, Anthony mon conjoint. Et les soignants, ça m'avait fait beaucoup de bien parce qu'il y a des soignants qui m'ont dit, et notamment un, qu'il avait changé leur vie. Donc il avait apporté un impact sur leur vie. Ça, c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup de bien. Et à travers sa vie, je pense qu'il a impacté beaucoup de gens. J'ai des témoignages de mes proches, de mes frères et sœurs, qui m'ont parfois dit il m'a rendue plus forte, ou il m'a apporté ci, ou il m'a apporté ça. C'est des choses qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont donné envie de partager ce qu'il avait laissé justement au plus de personnes possible. Et du coup, d'en créer un projet, quoi. Je voulais juste revenir sur une chose, c'est... tu partages que tu t'es lancé des petits défis, que tu étais comme ça dans une démarche de pas après pas, je vais aller chercher des petites victoires pour me relever. Comment concrètement tu as fait ça dans ton deuil? En fait, ma vision de ce début du deuil, elle est très floue. Donc il y a plein de choses que je ne me rappelle pas forcément. Mais ce qui est marrant, c'est que ce que tu dis là, les étapes de petits pas, elle est assez... je la retrouve pas mal dans certains témoignages que j'ai de personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui arrivent à se relever. Je ne sais plus comment je l'ai eu parce que mes souvenirs sont très flous. Mais je pense que c'est je crois que c'est une pédopsychiatre qui me suivait à cette époque-là, après le décès de mon fils, et même un peu avant. Qui m'avait dit ça, qui m'avait parlé des objectifs, qui m'a dit fixe-toi des petits objectifs, mais vraiment des petits, pour qu'une fois que tu les as accomplis, tu puisses être fier de toi et puis avoir envie d'en refaire un autre, puis un autre, puis un autre, et puis petits objectifs après petits objectifs, ça devient des plus gros objectifs, et les plus gros objectifs t'amènent vers des trucs encore plus beaux. Ça ressemblait à quoi ces petits objectifs que tu devais réaliser
dans ta semaine ou dans ta journée? C'était surtout lié à la conduite dans un premier temps parce que j'étais quelqu'un qui avait très très peur de la conduite. J'avais peur de conduire. Et du coup, non seulement les crises d'angoisse m'empêchaient de sortir, mais en plus avec la conduite, c'était très compliqué. Donc je me disais, allez là, je vais aller jusqu'au supermarché qui est à 5 minutes en voiture, seule. Et puis là, je vais aller chez J'étais suivie à l'époque dans un hôpital. Là, je vais aller dans cet hôpital toute seule. Et puis là, je vais voir telle personne. Ou là, je vais... C'était des petits objectifs. Ou alors le sport. Là, je vais faire tant de minutes de sport. Mais ça pouvait être que dalle, quoi. Mais c'était des petits objectifs quasiment quotidiens, quoi. Ah oui, et il y avait le yoga aussi. Me dire... je fais 5 minutes de yoga par jour. Puis finalement, après, je me disais 10... puis peut-être 15 au réveil. Ça me faisait beaucoup de bien. Ouais. C'était d'aller reconstruire en fait aussi ta confiance, de te dire ça j'ai réussi à faire ça, quoi. C'est Exactement. une petite victoire. C'est ça, petite victoire par petite victoire. C'était ça. Et on en est arrivé jusqu'à aussi ce que tu disais des plus grandes victoires. Oui. Et peut-être c'est quoi ta fierté des grandes victoires que tu as pu avoir ces dernières années? Mon podcast. J'ai créé un podcast qui s'appelle La Voix des Lucioles, du coup, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Et pour moi, c'est ma plus grande fierté parce que le podcast, c'était comme la pièce de puzzle qui me manquait à ma vie. Parce que j'ai commencé une carrière dans le son en tant que chargée de production dans l'audiovisuel, dans le doublage de films et de séries à Paris. Et puis juste avant de tomber enceinte, je m'étais reconvertie pour faire passer des bilans de compétences et être coach. Et j'avais pas réussi à reprendre ça parce que je me sentais pas d'accompagner les gens alors que j'étais moi-même mal. Et en fait, j'ai trouvé l'idée du podcast parce que je voulais transmettre un espoir aux gens, parce que la joie recommençait à venir dans ma vie. Et je voulais transmettre cette petite lumière qui revenait dans ma vie au plus de personnes possible, ce qui donnait sens à la souffrance, comme on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, en fait, j'ai construit cette série en me disant, je vais aller rencontrer des gens qui ont vécu des choses difficiles, mais qui ont voulu qui ont fait quelque chose de beau avec leur souffrance, qui ont donné sens à leur souffrance, sans la nier, parce que c'était important pour moi de me dire que on nie pas la souffrance. Être résilient, ça veut pas dire qu'on est tout le temps bien. Et du coup, je suis allée interviewer ces personnes et j'en ai créé une série. Et ma plus grande fierté, c'est les retours que je reçois de cette série. De gens qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien, que ça leur avait apporté un espoir. Et c'est ça ma plus grande fierté. Pour Naël, ce podcast, ça représente quoi d'après toi? Pour moi, c'est une façon de diffuser l'amour qu'il a laissé. Pour moi, c'est vraiment ça. Il est décédé pour une raison. C'était peut-être que je transmette quelque chose de beau aux autres, de la bienveillance, faire un projet avec le cœur. Je dis cette phrase un peu... je dis une phrase, c'est il est décédé d'une maladie de cœur et moi j'ai envie qu'il ouvre un peu plus d'autres cœurs. C'est très beau, ça me touche, continue. Tu vois du coup que ça résonne aussi en fait, ce podcast? Je vois qu'il résonne chez pas mal de personnes puisque le premier épisode, j'ai eu du mal à le sortir parce que c'était mon histoire que je raconte avec beaucoup d'authenticité et de cœur. Et en fait, on entend beaucoup d'émotions et j'avais trop peur de le sortir. J'étais vraiment pas bien parce que j'avais l'impression de me mettre à nu et en même temps, ce projet-là représentait tellement que j'ai fini par le faire et j'ai reçu énormément de messages. En une journée, j'ai dû recevoir, je pense, 70 messages, voire plus. Et en 24 heures, je devais être à au moins 100 messages de personnes qui m'ont dit « ça, c'est un bel appel à la vie, ça me donne l'espoir, ça me donne envie d'aimer plus mes enfants. » J'ai eu d'excellents retours. Et du coup, j'essaie de faire rayonner ce podcast de plus en plus. Alors, c'est un podcast, ça en devient aussi des expositions sonores, ça en devient une conférence sur la résilience, ça en devient plein de choses encore à venir. Aujourd'hui, avec ces projets, comment tu te sens vis-à-vis de ton deuil, vis-à-vis de ce que tu as traversé? Comment tu te sens?
Alors déjà, je pense qu'on fait jamais son deuil, que c'est un processus à vie. Et du coup, forcément, dans ma vie, il y a des hauts et des bas. J'ai eu du mal à admettre que quand je me sentais mieux, je puisse retomber des fois. Et pour moi, c'est un processus. Mais tout ce que j'ai appris avec ce travail sur moi-même est là, au fond de moi. Et du coup, je me sens... ce projet m'apaise en fait dans le deuil parce qu'il donne un sens. Et du coup, je peux pas dire que je me sens bien, puisque je donnerai tout pour que cette histoire me soit pas arrivée. Je donnerai tout pour que mon fils soit encore là. Tout ce que j'ai de plus cher. Mais d'un côté, j'ai l'impression que si ça peut apporter aux gens, ça m'apporte une forme d'apaisement en fait. Et de sens. En fait, j'ai un sens à ma vie que j'avais pas avant. Et j'arrive aussi à m'émerveiller de petites choses pour lesquelles je ne pouvais pas m'émerveiller avant. Comme le dit un célèbre psychiatre, Christophe André, il dit qu'il n'y a plus rien d'anodin pour ceux qui ont vu la mort ou qui ont perdu un proche. Tout est différent, tout prend un autre sens. Et c'est comme si j'étais une survivante parce que j'ai cru mourir à sa mort, qu'aujourd'hui je suis encore là. Et si je suis encore là, c'est pour transmettre encore un peu de sa lumière. Et voilà. Et de pousser les gens à croire qu'il y a un avenir qui peut être là, qui peut être possible. Et je pense que ça amène une autre dimension à tout, en fait, le fait de vivre des épreuves pareilles. C'est quoi, du coup, les petits moments qui font sens pour toi aujourd'hui ? Déjà, tout ce qui concerne... Iliane, ne serait-ce que l'entendre rigoler, je me dis j'ai vécu ce rire-là. Ça peut paraître presque anodin d'entendre un enfant rire, mais moi ça m'émerveille, mais vraiment profondément. Ça peut être ressentir, je sais pas, au cours d'une balade, voir, je sais pas, même des petites fleurs, voir la beauté en fait, voir la beauté. C'est ça les petits moments. Et surtout les moments de partage. Donc comme ce qu'on fait toi et moi là, le fait que hier on s'est appelé, on a parlé, viens on se rencontre, allez viens on y va et ça pousse à la rencontre. Et moi qui ai toujours été passionnée de rencontres, ce podcast et ce projet qui est lié à mon fils, ça me pousse aussi à rencontrer des gens que peut-être j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer si je ne m'étais pas lancée là-dedans en fait. Donc les moments, pour moi, mes préférés, c'est les rencontres. Et les moments que je passe avec Iliane ou avec Anthony, où on se dit on est juste là, on fait pas grand-chose et on ressent juste le bien-être d'une promenade en famille ou d'un truc qui peut peut-être paraître un peu anodin. Voilà, le soleil qui tape, là ce qu'on est en train de vivre, quoi. On est au bord de l'eau, l'eau est hyper calme, on ressent le soleil, on crame un peu, alors qu'il y a quelques jours on avait hyper froid, donc c'est le plaisir après avoir vécu ce froid de reconnaître un peu de chaleur, c'est un peu ça. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure il y a des enfants qui passent, des parents ou des mamans qui ont perdu des enfants, c'est difficile. J'ai le sentiment qu'en général c'est difficile de voir d'autres parents avoir des enfants. Comment toi tu te sens par rapport à cette question-là aujourd'hui ? Alors moi ça a été un peu différent des parents. En fait, par exemple, j'ai rencontré par le biais de ce projet où j'ai parlé en tout cas sur les réseaux à des mamans qui avaient perdu leur enfant qui était né unique, pas comme moi qui ai eu des jumeaux. Et en fait, qui une fois que leur enfant était décédé, elles se sentaient plus mères. Parce que, elles étaient plus forcément reconnues en tant que mères, même par les autres. Parce que, voilà, leur fils, fille, même si je pense que l'amour reste éternel et qu'ils étaient encore tout à fait présents pour elle. Aux yeux des autres. Par exemple, elle ne va pas l'emmener à l'école, elles vont pas... Donc elles se sentent hyper désarmées face à d'autres parents qui peuvent emmener leur enfant à l'école à la même date, c'est hyper difficile. Et moi, ça, je ne l'ai pas vécu puisque j'avais Iliane qui était là. Donc moi, ça ne m'a jamais rien fait de voir des femmes enceintes, des enfants, des mamans avoir leurs enfants.
je suis assez étonnée de comment ça peut se passer. J'ai des proches qui me racontent à quel point leur grossesse s'est bien passée et puis à quel point l'accouchement s'est bien passé. Moi, j'ai pas connu ça, mais j'ai jamais été particulièrement touchée de voir des enfants. Au contraire, j'adore les enfants, j'aime bien les voir et je trouve ça touchant. Parce que j'ai eu Iliane, c'est dur de perdre un jumeau parce qu'on a aussi la double peine de perdre une fratrie, de se dire que les gens ils se rendent pas compte que l'un ne remplace pas l'autre et que au contraire l'un peut nous rappeler l'autre parce qu'ils sont, pour ma part, ils étaient physiquement identiques. Donc c'est ça aussi qui peut avoir donné la sensation de devenir un peu fou parce qu'on voit la même tête. Moi je sais à tous les âges, je saurais à quoi aurait dû ressembler Naël. Donc c'est quelque chose de très dur. Mais à la fois en tant que maman endeuillée de jumeaux, d'un jumeau sur deux, à la fois on n'a pas ce truc-là de se dire on se sent moins maman, même si c'est pas le cas. Hein. Moi, les mamans qui ont perdu un enfant sont tout aussi mamans que les autres pour moi, mais parfois c'est le ressenti qu'elles m'ont partagé, c'est de plus se sentir mère, de se dire je suis quoi maintenant, j'avais ce rôle et je l'ai plus, et moi j'ai pas eu ça, donc c'est pas un problème pour moi de voir des enfants. C'est un peu plus dur de voir des jumeaux. Jumeaux, ouais. Ouais, parfois c'est un peu plus dur parce que j'aurais imaginé les voir jouer ensemble, tout ce qu'ils auraient pu faire. Et les maladresses que j'ai vécues, les pires maladresses que j'ai vécues, c'est souvent avec des parents de jumeaux qui me disent « Ah, c'est trop bien », alors que je viens de leur dire que j'en ai un qui est décédé. « C'est trop bien d'avoir des jumeaux ». Et qui m'expliquent ça pendant 5 minutes parce qu'ils sont désarmés par l'annonce, je pense, et qu'ils savent pas quoi répondre. Du coup, ils racontent n'importe quoi. Et je pense que ça s'embrouille dans leur esprit, donc je leur en veux pas. Mais c'est le plus dur pour moi, c'est quand je vois des jumeaux qui s'entendent bien et que je me dis peut-être qu'ils auraient été comme ça. Mais un enfant seul, non, ça me fait plaisir de voir des enfants, des bébés. Je n'ai pas de souci avec ça. Comme si tu avais commencé en fait à construire une identité. À imaginer des projets, à imaginer une vie, et que cette identité-là, on te l'avait retirée d'un coup. Et ouais. Là maintenant, il faut reconstruire cette identité. Ouais, je pense que c'est aussi l'identité de... En fait, est-ce que c'est mon identité ou est-ce que c'est plus côté familial ? Parce que moi, j'avais toujours imaginé avoir une fratrie, par exemple. Et j'avais jamais imaginé avoir des jumeaux. C'était pas un souhait particulièrement. Il y en a qui rêvent de ça. Moi, j'y pensais même pas, en fait. Je savais pas si je voulais ou pas, peu importe. J'y pensais pas. Je pensais pas en avoir. Et c'est plus reconstruire maintenant comment lui laisser toute sa place dans notre famille alors qu'il est physiquement plus là. C'est plus qu'une identité, je pense que c'est sa place. Quelle est sa place pour pas que ça soit trop dur pour Iliane, que ce soit pas un poids, mais que ce soit pas tabou. Et quelle place on donne à un enfant qui est décédé. Pour moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que j'avais lu ça et j'aimerais bien citer la personne, mais je me rappelle plus, qui disait moi, mon enfant, il marche plus à côté de moi, mais il marche en moi. C'est vraiment passer d'une relation extérieure avec son enfant, physiquement extérieure, à une relation intérieure. Comment chacun recrée la place de Naël alors qu'il est physiquement plus là, quoi. Est-ce que tu as un souvenir, toi, de ces 3 mois qu'il a vécu, qui est vraiment significatif de ces 3 mois et de la grossesse que tu as vécue avant, parce que finalement, vous avez vécu aussi cette histoire-là ensemble. Est-ce qu'il y a, toi, un souvenir particulier de lui que tu gardes, que tu voudrais partager ? En fait, il y en a tellement que moi j'ai plein de souvenirs et c'est son regard pétillant qui faisait chavirer pas mal les infirmières et les infirmiers. Il avait un regard qui était très... il avait l'air très présent pour peu, et puis il y a une de mes sœurs qui a dit c'est peut-être pour pas perdre une miette de la vie qu'il a pu avoir avec son frère quand on le mettait. Parce que c'est vrai que quand on les mettait tous les deux, il était toujours les yeux grands ouverts. Son sourire et puis ouais, c'est ça, c'est qu'il était très éveillé très tôt. C'est ça que moi je retiens, et que les gens, rien qu'à travers les photos, me font souvent ce retour-là, que c'est ce qu'ils retiennent de lui. Je disais aussi au début du podcast sur les synchronicités et sur notre rencontre, et sur je pense que la mort aussi, elle nous confronte à ça, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'est-ce que c'est que tout ce truc ouais, tout à fait, dans lequel on se retrouve finalement impuissant, et on se rattache à des signes, on se rattache à du sens, et je pense que quelque part on a besoin aussi de croire en quelque chose. Je pense, ouais. Je pense que ça aide,
Et encore une fois, Boris Cyrulnik, il l'a dit, c'est la spiritualité, elle aide beaucoup. Mais quand on dit spiritualité, c'est pas forcément la religion, c'est qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous. Ça aide beaucoup à être plus ou moins résilient. Alors, si tu me demandes à quoi je crois, je sais pas trop. Mais qu'il y a des fois où j'ai envie de croire que le signe que j'ai reçu ce jour-là, c'est peut-être lié et ça me fait du bien. Donc je garde que ça me fait du bien et j'essaye de pas penser à est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, de toute façon je le saurais pas. Les réponses au pourquoi, de pourquoi ça t'arrive, de pourquoi à toi, Ouais, ces questions-là, est-ce qu'elles auront une réponse un jour ? Il n'y aura pas de réponse et même la science n'est pas assez avancée par exemple pour comprendre pourquoi nous on a vécu ça, pourquoi moi j'ai une grossesse de mono-mono, c'est un truc qui arrive à 10 cas par an en France, pourquoi on ne sait pas et pourquoi dans les mono-mono qui sont censés être identiques, strictement identiques, il y en a un qui a une cardiopathie déjà, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi on peut se poser 10 milliards de pourquoi sur mon histoire et en fait je pense que c'est là où on devient résilient, c'est de passer du pourquoi à ok, mais comment maintenant je fais ? Le pourquoi au comment ? Comment je vis avec ça ? Maintenant, le pourquoi, je n'aurai pas la réponse. Pourquoi j'ai vécu ça ? Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Est-ce que ça se reproduira ? Ça, je sais pas. Ça, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse et voilà, je préfère essayer de me concentrer sur... Qu'est-ce que t'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Même si je dis ça, mais là je suis dans le bon mood, on se rencontre, c'est sympa et tout. Il y a des moments où il y a des jours où c'est beaucoup plus sombre que ça, où c'est beaucoup plus difficile, où je suis au bout. Mais je sais qu'il y a un moment, la lumière finalement elle revient quoi. Il y a un petit truc qui fait que ça revient. Il y a des jours, c'est pas simple et comme je le redis, je me sens résiliente et pourtant je donnerais tout pour que ça ne me soit pas arrivé et pourtant je souffre énormément et aujourd'hui, tous les jours, je pense à lui et tous les jours je ressens ce manque. Mais ça ne m'empêche pas des moments de la journée, de reconnaître de la joie et ça, je croyais que c'était pas possible. Donc tu as besoin de véhiculer ce message-là, que c'est possible, c'est quelque chose qui est important pour toi. Peut-être un souvenir de ton mari dans cette épreuve, est-ce qu'il y a un moment particulier où tu t'es dit c'est chouette qu'il soit là? Tous les moments. Vraiment, en fait, lui, du début de ma grossesse, même quand on savait pas qu'elle était compliquée, il voulait louper aucun rendez-vous et je rigolais un petit peu parce que même une prise de sang, des fois, il m'avait accompagnée et je lui dis mais tu sais, c'est une prise de sang, c'est pas, pas obligé d'être là, quoi. Ça me faisait un peu rire. Ouais, et lui, il était très investi. Pareil, quand je suis restée à l'hôpital, il venait me voir, il ne manquait pas une journée où lui, il aurait pu connaître un peu ce qu'était la liberté à cette époque. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme si j'étais confinée avant l'heure. Et pourtant, il venait tous les jours. Donc, j'ai pas un moment en fait en particulier. Il a toujours été là. Il a toujours été à mes côtés dans cette période, dans ce qu'on a vécu. Et il l'a vécu au même titre que moi. Et son deuil a été moins reconnu du fait qu'il soit le père et qu'en France... pas en France, mais dans la société actuelle, pas qu'en France malheureusement, c'est vraiment le papa, il faut qu'il soit fort, le papa c'est lui qui doit maintenir sa femme dans ces moments-là, alors que en fait ce qu'il a vécu c'est le même titre que moi, quoi. Il les a pas portés dans son ventre, mais à côté de ça, il a toujours été là, quoi. Pour Iliane aujourd'hui, tu dirais que c'est comment sa relation avec son frère jumeau ? C'est très drôle parce qu'il y a l'innocence de l'enfant et puis sa façon de voir les choses qui est très différente de nous. Iliane, il va m'en parler souvent, même quand on lui en parle pas, et il va me sortir des trucs très 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 beaux. Et puis d'une seconde à l'autre, c'est un enfant et tout d'un coup il s'arrête et puis il va jouer. Il va rigoler ou il va faire autre chose. Et puis ça vient quand on s'y attend le moins souvent. Et ça peut être... des phrases, une de celles qui m'a le plus touchée, c'est qu'un jour on était en voyage, on regardait les étoiles, il voyait des étoiles. Ah maman, regarde, il y a des étoiles. Oui, il y a des étoiles. Je crois que celle-là c'est celle de Naël. Ça c'est l'étoile de Naël et demain je lui ferai dans le sable. Il me dit dans le sable, je lui ferai une étoile pour lui. Je lui dis est-ce qu'il te manque ? Et il me dit oui, il me manque. Je lui dis est-ce que tu es triste ? Il dit oui, des fois je pleure parce qu'il me manque, mais je suis très contente que ce soit mon frère. Et ça, c'est vraiment sans que nous lui avons dit quoi que ce soit. Et ça, c'est une scène qui m'arrive assez fréquemment. Alors, pas forcément les mêmes paroles, mais
Mais très très fréquemment, il parle de son frère, ou alors il prend la photo, ah regarde mon frère, il est mort, ou il va dire maman mon frère il est mort, maman mon frère il est mort, maman mon frère il est mort 10 fois de suite, et puis après il va rigoler, il va aller jouer, et puis ça sera fini quoi. C'est vraiment varié, mais la plupart du temps il en parle presque avec un peu de poésie quoi. Je te remercie, c'est un beau témoignage, je trouve, que fait ton fils pour son frère. Je te remercie d'avoir participé au podcast et d'avoir été prêté au jeu. Et peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour découvrir ton podcast et pour découvrir ce que tu fais et tes autres projets dont tu parlais. Alors, on peut me retrouver... alors là où je suis la plus active, on va dire, sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram, La Voix des Lucioles _du podcast. Après, mes épisodes s'écoutent sur toutes les plateformes de podcast et sur mon site internet www.lavoixdeslucioles.fr. Et sur mon site internet, il y a un formulaire de contact où les gens peuvent m'écrire, soit les retours. Moi, mon podcast, je le fais aussi pour échanger, pour le partage. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Je réponds à tout le monde. Même si des fois, ça me prend plus de temps que d'autres. Mais j'essaie de répondre. J'ai vraiment à cœur de répondre à tout le monde. Donc merci en tout cas à toi. Avec plaisir. Peut-être une dernière chose qu'on peut rajouter, c'est que aujourd'hui tu fais aussi des podcasts privés. Est-ce que tu veux en parler, en dire un peu plus ? Ah bah c'est gentil de me laisser l'occasion de le faire. C'est que oui, je me lance. Alors La Voix des Lucioles, c'est un projet qui est complètement bénévole. Qui me coûte de l'énergie, du temps, un peu d'argent aussi. Et du coup, il faut que je vive. Et comme j'ai pris la passion des podcasts, j'ai voulu créer un nouveau projet qui a beaucoup de sens pour moi, parce qu'il est fait avec le cœur aussi, qui s'appelle justement La Voix du cœur. Alors, j'ai pas encore de site internet parce que tout ce projet est en cours de construction. Je l'ai pas encore vraiment sorti officiellement. Mais sur La Voix des Lucioles, je laisserai des nouvelles. Et c'est le fait d'enregistrer des gens qui veulent partager un récit de vie. Qui veulent l'offrir. Donc j'ai monté ma petite entreprise. Donc je viens chez les gens, j'enregistre leur récit de vie qu'ils veulent pas oublier, ou un message qu'ils veulent transmettre à quelqu'un, ou leur mémoire, souvent les personnes âgées. Et je mets le tout je fais un montage, un mixage, je vois avec la personne ce qu'elle veut, et tout est personnalisé et privé. Et puis je mets sur une clé USB dans un joli coffret, et puis j'envoie ça à la personne qui me l'a commandé. Voilà. Mais c'est avant tout, une rencontre, un enregistrement avec le cœur et un cadeau inestimable à laisser aux enfants, petits-enfants, amis, proches. C'est comme laisser une trace en fait. Ou garder en souvenir quelque chose qui s'est passé et qui est important pour vous. Super, génial. Du coup, en attendant que le site soit construit, si le site est construit, je le mettrai aussi en lien sur l'épisode. Et sinon, on te contacte directement sur Instagram ou sur le site du podcast. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine, on parlera des différentes approches thérapeutiques pour le deuil.